Alors, Georges, maintenant, vous pouvez encore changer d'avis. On peut se contenter uniquement de vous tresser des lauriers. Vous pouvez renoncer à ce challenge que vous vous êtes fixé. J'espère que la messe est dite, merci. Euh, bon, je vous disais donc que la bonne réputation vaut mieux que des bonnes richesses. Et puis la deuxième, bon, je crois que ça a trait avec ce qui vient d'être présenté, mais quand j'ai été chez les bons pères jésuites, la devise de ma promotion, c'était ne pas subir. Et j'en ai fait effectivement tout au long de ma vie cette conduite. Donc, je voudrais quand même justement profiter peut-être de ce ne pas subir pour vous dire qu'il y en a marre qu'on ne parle pas des services, tout simplement. Voilà. Donc, je me propose de vous faire on appelait ça un pédago-show. Bon, c'est très prétentieux, parce que finalement, derrière moi, il y a mon grand conseiller Jean-Paul Bedbège, du Cercle des économistes, naturellement, qui va me corriger tout à l'heure si je dis des âneries. Bon. Mais je vous propose peut-être de bien comprendre ce qu'il y a derrière cette économie des services. Tout simplement parce que ce qui m'a frappé, c'est que actuellement, vous voyez que les Français manifestement ont la gueule de bois, ils sont paumés, ils n'ont plus de repères, ils voient notre croissance qui est en train de s'effondrer et ils sont en train de se réveiller. Et pourquoi ils se réveillent? Tout simplement parce que la dictature du court terme fait qu'on regarde la croissance d'un trimestre sur l'autre, au mieux d'une année sur l'autre. Et on ne voit pas les ruptures et les grandes mutations qui existent depuis très longtemps. Alors, je vais vous faire un petit exposé, mais bon, qui à la limite ne va rien vous apprendre, mais comme on dit, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Mais j'ai l'impression quand même qu'il est moins convenu que ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi-même, en le faisant, je peux vous dire que j'ai découvert plein de choses. Voilà, donc je vous propose qu'on regarde ces grandes ruptures. Alors on est dans un pays où, naturellement, on dit, est-ce que les agriculteurs ont la reconnaissance qu'ils méritent? On a entendu ça il y a quelques jours à la radio. On dit, il y a trop de fonctionnaires en France. On dit, les Français n'aiment pas leurs ingénieurs et leur industrie. Puis on entend des choses qui sont beaucoup plus graves encore. Il n'y a pas de service sans industrie. Et les plus hautes autorités récemment ont encore dit, on ne va quand même pas faire de la France un pays de service. Donc quand vous entendez tout ça, étonnez-vous qu'après les Français n'aiment pas le travail. Bon, on ne sait pas très bien ce qu'ils peuvent aimer et qu'on n'est pas forcément dans le patriotisme économique. Voilà. Or, si les Français ont la gueule de bois aujourd'hui, c'est tout simplement parce que cette croissance, on la cherche et on en a besoin pour financer nos déficits et naturellement notre protection sociale. Voilà, donc regardons peut-être sur une longue période qu'est-ce qui s'est passé. Oui, parce que moi, ce que j'aimerais quand même comprendre, c'est comment on en est arrivé là. Morosité, perte de repères, mais comment peut-il y avoir un tel gouffre entre la vision qu'ont les Français des moteurs de notre économie et la réalité? Alors, ces courbes, évidemment, excusez-moi, mais à l'époque où l'INSEE ne publiait pas les chiffres précis, plus précis qu'on a maintenant, on distinguait l'emploi dans le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Bon, alors tout le monde connaît ça, naturellement. Qu'on connaît peut-être moins, c'est l'évolution de ces courbes. Alors, vous voyez que le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et les mines, vous voyez, entre 1850 et 2002, qu'est-ce que ça fait? Bon, on est tous issus des agriculteurs, on leur doit beaucoup, naturellement. Et vous voyez la courbe verte et la courbe rouge, qui est celle de l'industrie, et puis celle des services qui explosent. Voilà, enfin le tertiaire et le secondaire. Je voudrais quand même attirer votre attention que personnellement j'ai découvert. En regardant ces courbes, il s'est passé quelque chose ici. Comme par hasard, quand vous regardez en dessous, c'est autour de 1929. Ça veut dire qu'entre 1925 et 1935, la France a changé. C'est extraordinaire. Vous voyez cette rupture, là, de l'agriculture qui ne devient plus le moteur, enfin l'agriculture et les mines. Bon, vous voyez l'industrie et les services qui continuent de monter. Et comme par hasard, vous voyez que là, dans cette même période, il se passe aussi quelque chose. Une rupture. Bon. Donc je pense que c'est une période où il s'est vraiment passé quelque chose. Donc quand je dis qu'il faut avoir l'œil très en arrière dans le rétroviseur, voilà ce que ça veut dire. Mais alors la période qui suit, on a l'impression, quand on regarde le graphisme comme ça, qu'on assiste à une accélération de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les lignes s'éloignent autant?
Alors, il est évident que on voit bien que si vous regardez en 1950 comment était l'état de la France, vous voyez, 1949, bah, il est clair qu'il y avait un grand moteur, c'était l'industrie. On voit que les services étaient à la même hauteur que l'agriculture, ce qui est tout de même extraordinaire, en 1950. Et puis, naturellement, il y a le commerce, la construction, et puis les services publics, dont on en redira peut-être un mot dans quelques instants. Voilà, donc on voit des chiffres qui sont extrêmement clairs et qui nous en disent absolument long sur ce sujet. Alors, il est évident que ça, c'est le point de départ, mais depuis, les choses ont bougé. Depuis 1950, il s'est passé de la croissance inégale en fonction de ces secteurs, puisqu'on arrive à des choses qui vont être différentes. Donc, première période, vous voyez, les 30 Glorieuses, tout le monde connaît ça par cœur, avec quand même la crise de la première guerre du pétrole, mais on est à un niveau de croissance qui est de l'ordre de 6%. Voilà. Deuxième période, qui commence à donner un peu de morosité aux Français, l'élargissement de l'Europe, et on voit, donc après, tenez-vous qu'on parle du plombier polonais et qu'on n'aime pas l'Europe, donc vous voyez une croissance qui passe tout d'un coup à environ 3%. Et puis, période plus récente, là on est en plein dans la mondialisation, et comme par hasard, vous voyez que, alors je ne vous parle pas de 2009, et là, effectivement, le moral dans les chaussettes, et donc on tombe plutôt sur 1,5 de croissance en moyenne. Donc 6, 3, 1,5. Voilà peut-être pourquoi les Français sont moroses et ont perdu leur repère. Waouh, mais quand je vous écoute, là, morosité, perte de repère, perte de confiance, vous êtes sûr, Président, que la France a encore un moteur? Ah ben j'espère bien. Et on va le chercher ensemble si vous voulez bien. Alors, là, vous voyez les évolutions. Comme je disais, les rythmes de croissance sont différents selon les grands secteurs. Et vous voyez ce qui se passe. 1950, 2009. Voilà. Alors, si je regarde, donc vous voyez que les services qui étaient à l'égalité de l'agriculture en 1950, vous voyez ce qui se passe. On est ici à 2%. On est passé donc de 22 à 2% de valeur ajoutée, ce qui est considérable comme chute. Enfin, grâce à l'industrialisation, naturellement, il y a eu une productivité formidable. Et on doit beaucoup à nos agriculteurs. Et en plus, c'est nos racines. Donc mais on comprend aussi que les Français ont une certaine nostalgie vis-à-vis du secteur de l'agriculture. D'ailleurs, il suffit de regarder. Il y avait le salon de l'agriculture il y a quelques jours. Et comme par hasard, tous les hommes politiques défilent pour 2% de la valeur ajoutée de notre pays. Et ils défilent tous. Voilà. Voilà. Alors, deuxième moteur, le commerce. Le commerce est quand même intéressant de voir. Je pense qu'on va passer les graphiques, là, si vous voulez bien. Oui, on peut passer au graphique. Voilà. Ça, donc, c'était l'agriculture, vous venez de la voir. Le commerce. On va passer au commerce maintenant. Vous voyez qu'il est resté relativement stable. Alors, il a diminué un petit peu. Il est passé grosso modo de 12 à 10% pour une raison très simple. C'est qu'avec l'écrasement des prix, la valeur ajoutée, naturellement, a diminué. Bon. Mais on reviendra tout à l'heure sur le commerce parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Si je prends le BTP, c'est un secteur qui oscille avec à la fois la conjoncture et les politiques publiques, mais ça relève globalement, c'est constant, autour de 5-6% de notre économie. Dites, Monsieur le Président, vous allez quand même pas nous dire que le moteur de la France, c'est les services publics. Ah. Vous voyez la courbe. Vous voyez simplement que la courbe, eh bien, en 1949, 12% de valeur ajoutée pour la nation, et on est passé en 2009 à 23%. Ça veut dire que les services publics, le secteur public a doublé. Ce que vous savez sans doute pas, on en reparlera quand on parlera d'emploi, mais aujourd'hui, l'emploi dans les services publics en France est le double de celui qu'il y a dans l'industrie. Parlons un peu de morosité. Vous avez là un chiffre qui en dit long sur ce qui se passe dans notre pays. Alors évidemment, vous avez à travers cette courbe la traduction de ce que les Français ont voulu de leur économie. Une économie administrée, une économie où le modèle social
c'est la traduction du modèle social français, où beaucoup de choses sont... La protection sociale est collectivisée, et naturellement, et en plus, vous aviez une époque où la plupart des services publics étaient dans des entreprises publiques. Alors évidemment, aujourd'hui, ça bouge un peu, mais voilà la traduction du modèle social français. Voilà. Et puis, je dirais même pour des activités comme celle de la délégation de services publics, eh bien, contrairement à d'autres pays, mais on a un taux d'externalisation par rapport à des pays comme les États-Unis, le Canada et autres, où on est 2 fois moins en externalisation de délégation de services publics, et on préfère, et vous avez même vu que tous les parlementaires de droite et de gauche récemment sont mis d'accord pour faire les sociétés publiques locales qui échappent à toute notion de concurrence. Enfin bref, je passe là-dessus, mais vous connaissez tous cela par cœur. Voilà. Mais alors peut-être allons-nous nous tourner maintenant vers l'industrie. Est-ce que finalement la France est comme d'autres grandes nations, comme l'Allemagne, la Chine? Est-ce que l'on peut dire que l'industrie est le moteur de la France? Alors voilà la courbe de l'industrie. Bon. Moi, je ne vous parlerai pas de l'industrie ce soir, parce qu'il y a des gens qui sont bien placés pour en parler, mieux que moi. Le groupement des fédérations industrielles, Pierre Gattaz, fait ça remarquablement, fait des propositions intéressantes, l'UMM, etc. Donc je me garderai bien d'en parler. La seule chose une question que je poserai néanmoins, quelle est la raison profonde de cette évolution de la courbe? Est-ce qu'on fait une analyse pertinente des raisons qui expliquent cette courbe? Personnellement, je n'en suis pas convaincu, et je pense qu'il y a des fausses barbes qui sont souvent utilisées pour justifier l'évolution de cette courbe. Bon, mais alors, Président, revenons peut-être à nos moutons, les services dans tout ça. Bon, alors les services, vous voyez la courbe, naturellement, de 22% à 47%. Donc vous voyez le grand écart quand même. Hein. Ici, là-haut. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, en 2009, voilà la situation de l'économie française en termes de production de valeur ajoutée. Voilà. Donc la réponse est assez claire. Donc vous voyez un secteur de services marchands, un secteur dit de services non marchands, voilà, qui est le deuxième. Voilà, tout ceci se passe malheureusement de commentaires. Alors je disais un instant, effectivement, qu'on utilise parfois des fausses barbes pour expliquer les choses. Moi, j'ai entendu, notamment dans cette maison, des gens pendant 20 ans répéter que les services ne sont nés que de l'externalisation de l'industrie. Et ce qu'on a aussi beaucoup dit, c'est qu'on avait peur que la France devienne un pays de service. Le Béotien que je suis a toujours entendu dire ça. Là, vous nous faites très peur. Alors, donc, vraiment, là, j'ai cherché à savoir exactement qu'est-ce qui s'était passé sur l'externalisation. Et grâce à l'INSEE, j'ai mis longtemps à l'avoir, mais on a eu ce chiffre. Bon, il y a eu un rapport de la Direction générale du Trésor qui a fait une étude extrêmement intéressante et qui a fait remarquer que de 80 à 2007, l'externalisation de l'industrie vers les services a représenté 480 000 emplois. Quand vous faites un petit ratio simple du nombre d'emplois aujourd'hui dans les services et de cela, vous apercevez que ça fait 5,5%. Donc on ne peut pas expliquer la chute de l'industrie par l'externalisation des services. Mais quand même, excusez-moi d'insister, les services dépendent grandement de l'industrie. Alors c'est en partie vrai, par exemple dans le cadre du travail temporaire. Le travail temporaire, je pense que c'est ce qui fait que les gens ont utilisé cet argument pour dire, effectivement, l'industrie est le premier utilisateur du travail temporaire. C'est vrai à 47%. Sur 600 000 emplois en 2007, il y en avait 264 000 qui étaient pour l'emploi affecté à l'industrie. Bon, ça fait à peu près 3,5%. Bon, c'est des chiffres qui ne sont pas tout à fait comparables, mais 5 plus 3, vous voyez que ça fait à peu près 8% de l'emploi des services aujourd'hui. Donc il faut chercher la réponse ailleurs que dans ce phénomène d'externalisation ou du travail temporaire. Mais alors, elle est où, cette réponse? Qu'est-ce qui explique cette incroyable croissance des services? On cherche l'aiguille dans le tas de foin, vous avez raison. Bon. Eh bien, tout simplement parce que, tout à l'heure, j'ai dit que j'utilisais un mot, je n'ose plus l'utiliser, mais qui est le cercle vertueux. Le cercle vertueux, d'une part, parce que c'est la consommation de services qui se fait dans notre pays.
Vous avez une consommation de services qui se fait, d'une part, entre les entreprises elles-mêmes, et d'autre part, vis-à-vis des consommateurs, des ménages. Donc quand vous regardez, là aussi, ça a été très difficile, et l'INSEE a réussi à nous faire sortir ces chiffres. Quand vous regardez qui sont les premiers clients des services, eh bien, les premiers clients des services, c'est à 62% les services. Et Pierre Bellon nous a rabâché pendant des années qu'effectivement, on était dans le cercle vertueux, et tu as eu raison, mon cher Pierre. Tu as la réponse là, 62%. Et on s'aperçoit que le secteur de l'industrie, c'est 19%, le commerce, c'est 14%, et la construction, le BTP, 5%. Vous avez là les grandes masses, donc on est bien effectivement dans le cercle vertueux. Ça, c'est au niveau des consommations dans ce qu'on appelle le B2B. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la consommation des ménages? Qu'est-ce qu'il y a dans le fameux panier de la ménagère, dans son caddie? Alors oui, c'est vrai qu'on dit toujours il ne faut pas toucher à la consommation quand on parle de la TVA, etc., de l'augmenter pour financer les déficits publics, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on constate? Là aussi, on a cherché à savoir. Quand vous lisez des articles aujourd'hui dans la presse et quand on vous parle de la consommation, à chaque fois, on pense au panier de la ménagère. Et on pense à quoi? À ça. C'est-à-dire 42% de la consommation des ménages. On oublie simplement qu'il y a 58% à côté. Alors dans ces 58%, effectivement, vous avez des services de santé, de transport, de communication, la culture, le loisir, etc. Bon, et ça, c'est de la consommation contrainte. C'est ce qui fait qu'en France, la consommation est relativement stable. Et quand il y a une crise comme celle qu'on vient de traverser, on l'a plutôt bien passée. Mais encore une fois, sur ces 58%, je veux bien admettre qu'on ressorte le logement qui globalement, statistiquement, fait partie des services, mais on va les enlever. On s'aperçoit que la consommation de services purs des ménages, c'est 43% contre 42% de produits. Donc, voilà encore des chiffres qui méritent d'être rappelés. Donc on est bien effectivement dans un cercle vertueux où les Français, tout simplement parce que on ne s'en rend pas compte, c'est invisible. Mais les services, c'est au quotidien qu'on le consomme. Alors, Président, on a beaucoup parlé de l'évolution des moteurs de l'économie, mais pardonnez-moi, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir à l'humain, aux hommes, au travail? Alors, effectivement, on a parlé de la production de richesse, du PIB, de la valeur ajoutée. On a parlé de la croissance. Évidemment, tout ça, ça se termine en termes d'emploi. Là, vous voyez aussi, je ne vais pas commenter complètement cette courbe, mais vous voyez les grandes évolutions des courbes de l'emploi en France. Alors, remarque très courte, évidemment, l'emploi agricole, vous voyez qu'il est passé de 6 millions et quelques à un peu plus d'1 million. Vous voyez que le BTP reste à peu près stable. Phénomène qui paraît intéressant, c'est que le commerce, malgré la grande distribution, où on a dit qu'on a détruit des emplois par rapport au commerce traditionnel, eh bien c'est le contraire qui s'est passé. Vous avez vu tout à l'heure que la valeur ajoutée a diminué. Par contre, vous apercevez que l'emploi dans le commerce a augmenté. Parce qu'effectivement, on a enrichi en emploi et en services les activités de commerce, contrairement, là aussi, à certaines idées reçues. Mais je ne suis pas là pour parler des services. Alors, l'emploi industriel du commerce. Voilà. Donc, sur l'emploi industriel, vous avez la réponse, vous la voyez. Bon, mais ça a commencé très tôt. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un peu d'externalisation dans cette période-là. Bon, et puis après, vous connaissez la suite. Alors, l'évolution des services dits publics et non marchands et marchands avec le service privé, vous avez vu que dans la mesure où on a collectivisé le service, ça évolue à peu près à la même vitesse. Et vous apercevez que là, ça décroche. Alors, on peut penser qu'il y a une partie du service public, des privatisations qui ont fait qu'elles sont passées dans le secteur marchand. Bon, mais ça n'explique pas tout. La dynamique des services reste bien enclenchée avec un taux de croissance globalement qui est au minimum de 3% par rapport à une croissance générale de l'ordre de 1,5%. Alors, voilà, ça c'est des chiffres au niveau macroéconomique en termes d'emploi. Donc, vous voyez que l'emploi dans les services, lui, est considérablement, puisqu'il a augmenté considérablement, puisqu'on est aujourd'hui à près de 9 millions d'emplois contre 3 millions, c'est-à-dire qu'on a plus que triplé nos emplois
dans ces activités durant cette période depuis 1950. Alors le fait que les services soient aujourd'hui le premier employeur de France implique sans doute des conséquences auxquelles on ne pense pas. Ben, la première chose, c'est que s'il est le premier employeur, il est le premier financeur de la protection sociale. Et quand j'entends dire on va quand même pas faire de la France un pays de services, excusez-moi, quand on dit une chose pareille, s'il n'y avait pas les services, le modèle français n'existerait plus. Il ne serait plus financé, puisque nous sommes les premiers à financer le modèle social français. Voilà, en tant que premier employeur, tout simplement. Mais comment peut-on expliquer ce manque de reconnaissance pour les professions de service ? Eh bien, parce que là aussi, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens sont toujours dans la référence au trimestre ou à l'année d'avant et oublient tout simplement qu'il y a eu des mutations sur des longues périodes, comme ces graphiques sont en train de le rappeler. Moi, je me rappelle, et Pierre Bellon, naturellement, se rappellera, et même beaucoup parmi vous, il n'y a pas si longtemps que ça, mais surtout dans les années 1950, quand on parlait du travail temporaire, on parlait des négriers. Quand on parlait du transport, on parlait du camionneur. Quand on parlait de la restauration, on parlait des cuistots. Et quand on parlait de la sécurité, naturellement, on parlait des barbouzes. Hein. Bon, voilà. Donc voilà l'image quand même sympathique. Et on parlait de petits boulots. Voilà l'image qu'avaient les services. Et donc ça reste encore... On ne parle plus de petits boulots, parce qu'on s'est beaucoup battu pour ça. Mais dans la tête des gens, ça reste encore une image très péjorative. Mais alors finalement, est-ce qu'on gagne bien sa vie dans les services ? Alors, il y a un très bon indicateur. C'est quel est le salaire moyen en France des gens qui travaillent en équivalent, en temps plein, en France. Il est de 32 000 euros. Si vous regardez et vous le comparez à d'autres activités, vous voyez que le salaire moyen dans l'industrie, il est à 36 565 et dans les services, il est à 36 806. Donc parler de petits boulots, quand vous êtes au-dessus de la moyenne générale, c'est vraiment faire insulte en traitant les gens d'activités, de petits boulots, et avec les qualificatifs que j'évoquais il y a un instant. Voilà. Donc si vous voulez, en conclusion, je m'en arrêterai là. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est trois choses. La première, c'est qu'il fallait remettre nos pendules à l'heure, et puisque ça ne va pas si mal que ça dans les services, qu'on les mette à l'heure d'été. Bon. Et qu'à un moment où on cherche des relais de croissance, eh bien, je n'ai pas besoin de vous démontrer où est la réponse. Bon, nous pouvons faire encore mieux, d'ailleurs, notamment, encore une fois, pour financer nos dépenses publiques et notre protection sociale. La deuxième démonstration que j'ai essayé de faire, eh bien, c'est qu'avec un taux de 3% de croissance, on a des réserves de croissance dans le pays. Et donc, encore une fois, on peut faire mieux si on osait changer un certain nombre de choses. Alors, Mme Aubry est en train de nous parler du CARE, le fameux CARE. Bon, hein. Bon, si c'est pour faire des emplois publics, pour faire du CARE, excusez-moi, on a vu les courbes, ça suffit largement. Bon. Mais donc, il y a des gisements d'emplois. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais Laurence Parisot m'a confié le dossier de la dépendance avant que je devienne moi-même dépendant. C'est tout de même un dossier intéressant. Et là, vous voyez, sur les services à la personne ou sur la dépendance ou d'autres métiers, dans le tourisme, il y a des gisements d'emplois. Bon. Troisième remarque, c'est d'avoir un autre regard vis-à-vis de ce monde des services. C'est-à-dire que nous avons un regard aujourd'hui qui, manifestement, soit est aveugle, soit il est négatif, et je dirais même par moments, il est méprisant. Donc, si vous vous rappelez, pour les plus anciens ici, on disait ce qui est bon pour Renault est bon pour la France. Ça serait quand même plus sympathique si on entendait dire ce qui est bon pour les services, mon cher Gilles, je compte sur toi, est bon pour la France. Voilà, je pense que c'est un sujet qui serait bien à développer. Alors, Président, ça pourrait te sembler être une très belle conclusion, mais là, quand je vous entends, je suis prêt à me lever, à saluer le drapeau avec la larme à l'œil en bénissant les services. Mais il y a quand même une critique récurrente à laquelle vous n'avez pas répondu ici. C'est qu'est-ce qu'il en est de l'homogénéité ? Existe-t-elle d'ailleurs entre toute cette incroyable diversité des professions des services ? C'est vrai. On a parlé de ténacité tout à l'heure, mais je me rappelle très bien que quand il a fallu constituer le GPS, pour beaucoup de gens, qu'est-ce qu'il y avait de commun entre certaines professions et d'autres ? Alors en France, il y a 25 millions d'emplois. Quand on regarde comment ça se répartit, vous avez, on en a parlé, l'agriculture, l'industrie, la construction et ce qu'on appelle globalement le tertiaire. Et passons sur une image suivante. Donc vous avez dans ce fameux tertiaire marchand,
vous avez des activités financières qui représentent 3,1% de l'emploi, les activités immobilières, les services aux particuliers, les services aux entreprises, le transport. Et à côté, vous avez le commerce. Nous considérons que cette notion du tertiaire, c'est pour nous hors commerce, donc c'est ces secteurs-là. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces métiers-là? C'est la relation avec le client. Et nous avons mis en place récemment une commission au GPS relations clients, dont je pense qu'il faut attendre énormément, et qui justement fait que tous ces métiers, que ce soit une activité financière, alors il n'y a plus beaucoup de comptoirs maintenant, mais il y a des bureaux où on parle directement avec les gens, ou les services de sécurité, tous ces gens-là sont en contact direct avec les clients, et c'est ça qui est commun à nous tous. La relation client. Alors, on va peut-être retrouver la dernière dia pour conclure. Voilà. Alors, quel est l'ADN? Qu'est-ce qui identifie nos métiers de service, une entreprise de service? Je pense que ce qui est commun à tout le monde, quelle qu'elle soit, dans les différents métiers qu'on vient de vous présenter, c'est que vous avez ce que j'appellerais le triangle d'or de la relation client. Vous avez l'entreprise dans sa globalité, vous avez le salarié, vous avez le client. L'entreprise, elle est en relation avec le salarié. Bon, on sait que si ça ne se passe pas bien là, évidemment, il n'y aura pas l'ambiance dans l'entreprise. Mais l'entreprise, dans un sens global, elle a une responsabilité. Sa première responsabilité vis-à-vis du client, c'est d'abord de définir un bon concept, le concept de son métier, et ensuite de développer une organisation, notamment dans lesquelles vous trouvez des process. Lesquels process, d'ailleurs, sont de plus en plus informatisés aujourd'hui dans les services. Et puis, donc, si cette organisation-là ne marche pas, vous n'aurez pas un processus relativement industriel, une uniformité de service, quels que soient les endroits où vous les délivrez. Et puis, à côté de ça, vous avez le salarié qui, lui, est en contact direct, comme je le disais tout à l'heure, avec le client. Et lui, il suffit qu'il fasse une bêtise, une gaffe, et une seule erreur fait que vous perdez le client. Donc, le comportement du salarié est une composante absolument majeure dans ce triangle d'or du service. Et je dirais, en fin de compte, avec ce petit cœur, si vous n'aimez pas la relation avec les autres, ne venez pas travailler dans une entreprise de service. Vous y perdrez votre temps. Et finalement, je dirais une autre phrase, et bien, tout simplement, les services, c'est la vie. Bravo.